We think differently. Dernière présentation. Courage. Allez. Vous avez faim. Il y a toujours l'alimentation à la fin, vous allez mourir de faim. On ne mange jamais dans les réunions où on parle d'alimentation. Alessandra Rovere, c'est titulaire de master en sciences gastronomiques de la Bocconi, hein, c'est ça? Non, l'Université des sciences gastronomiques. Ça existe. Responsable de la communication Oui, de ça ressemble à Poudlard. Au sud de Turin. Merveilleux endroit. Responsable de la communication de Biovision, ONG active dans l'agriculture durable. Merci beaucoup. Merci à Terra Equitas, à Eric pour l'invitation qui m'a demandé en 10 minutes, exercice pas toujours facile comme vous avez pu le constater, de vous parler de santé humaine, santé de la terre et ce nexus autour de l'alimentation. Alors ça m'est assez ravi parce que la vision de Biovision, c'est un monde avec suffisamment de nourriture saine pour toutes et tous, faite par des personnes en bonne santé dans un environnement sain. Donc je me suis dit, en fait, je vais devoir vous parler un petit peu de l'objectif stratégique autour duquel travaille Biovision. Très brièvement, donc notre organisation fondée il y a plus de 20 ans par un Suisse qui s'appelle Hans Herren, qui était qui est toujours ingénieur agronome et entomologue, qui a beaucoup travaillé notamment au Kenya sur les questions des TT que vous avez mentionnées avant. On travaille autour de 3 champs d'action, l'agroécologie en Afrique de l'Est, le plaidoyer et le dialogue international pour faire transformer les paradigmes du système agroalimentaire. Et au niveau suisse, qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation? On essaie d'aller dans les écoles notamment pour sensibiliser principalement les jeunes, mais la population au sens large, à la nécessité de changer la façon dont on consomme. Alors vous avez dit déjà beaucoup de choses avant moi, je vais pouvoir y faire référence, ce qui est très agréable. Je vais vous donner quelques idées des liens qui lient justement la santé humaine à la santé de la terre autour de l'alimentation et vous proposer une ou deux solutions individuelles et collectives qui feront écho à des choses qui ont déjà été dites. C'est en dessous. C'est en dessous. Ce qui est intéressant dans l'idée de la maladie du Covid, c'est que finalement ce que ça a révélé, c'est ce fameux arbre qui cache la forêt, ça a révélé d'autres malades. Et un de ces malades, et ça fait longtemps qu'on le dit, là aussi c'est pas quelque chose de nouveau, c'est le système agroalimentaire. Et ça s'est révélé à travers 2 facteurs au niveau global, un qui a été excellemment expliqué par ma préopinante, une experte internationalement reconnue du One Health. J'ai beaucoup lu, on a beaucoup lu vos écrits pendant justement le Covid, mais je pense que c'est très intéressant de parler au niveau de la production, de cette perte de biodiversité, des élevages industriels, des ravages que cela fait et donc des zoonoses. Au niveau de la consommation, on a aussi pu constater, et je fais des raccourcis volontairement un petit peu rapides, mais que les produits ultra transformés génèrent des régimes déséquilibrés, de la malnutrition, et la malnutrition ce n'est plus, comme on en a parlé pendant 15 ans, la faim au sud, l'obésité au nord, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le double fardeau, une prise de conscience qu'a faite l'OMS il y a finalement pas si longtemps, que obésité et surpoids, comme sous-nutrition, sont des fardeaux à la fois au nord comme au sud, et finalement partout au niveau mondial, et c'est pas juste le nord qui a un certain type de problématique et le sud un autre. Ce qui génère ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, les chroniques, et finalement qui, dans le cadre du Covid, donnent des risques de mortalité accrus. Donc finalement, tant au niveau de la production que de la consommation, ce système agroalimentaire dysfonctionnel, à la fois dans la production d'aliments, dans les systèmes industriels d'élevage, d'aliments avec peu nutritifs, qui génèrent des maladies chroniques, sont 2 des aspects, disons, de cette médaille et de la maladie de notre système agroalimentaire. Au niveau local, parce que je vais aussi vous parler un petit peu de ce qui se passe en Suisse, vu que nous y vivons tous, il y a eu ce génial engouement pour les circuits courts que j'ai mis là à ce que cette courte durée, parce que finalement, dès qu'on a cessé le semi-confinement, on s'est tous reprécipités dans nos habitudes d'avant. J'évoquerai avec vous tout à l'heure pourquoi on l'a fait, et comme disait René très bien, c'est pas si facile finalement de changer comme consommateur et comme citoyen. Et ce que ça nous a fait prendre conscience, c'est que les personnes actives dans le secteur de l'agroalimentaire sont des personnes très vulnérables, à la fois en termes de leur santé. On a vu justement dans les sites de production de viande industrielle énormément de cas de Covid-19. On a vu que beaucoup des acteurs de la chaîne agroalimentaire, les travailleurs saisonniers qui venaient nous aider dans les champs,
les livreurs de pizza, je ne sais pas si vous êtes sortis pendant le confinement à 23h30 au Paki, il n'y avait que des jeunes hommes à vélo qui faisaient des livraisons et qui étaient très vulnérables pour le coup au Covid, parce qu'on a tous fait appel à des services de livraison à domicile de nutrition et d'aliments, et ça a été vraiment intéressant de constater que finalement les gens dans les cuisines ont perdu leur job beaucoup plus rapidement que d'autres, les gens dans les fermes, donc il y a plein d'acteurs de notre nourriture quotidienne qui ont été extrêmement fragilisés par le Covid. Et ça m'a amené à réfléchir un petit peu à l'idée de ces liens qu'on a avec le système agroalimentaire. Le mot lien, en latin, ça vient de ligamen, on a parlé un peu latin tout à l'heure, qui veut aussi dire bandage. Et je me suis dit que finalement, si on soigne nos liens avec ces différents acteurs du système alimentaire, on peut aussi les soigner et donc peut-être restaurer un peu ces liens. En pensant principalement aux petits paysans et petites paysannes, comme on appelle ça, mais c'est-à-dire toutes ces toutes petites exploitations agricoles qui forment le cœur du système agroalimentaire au niveau mondial, mais au niveau suisse aussi. Il faut qu'on repense nos liens aux animaux, vous l'avez mentionné au niveau des zoonoses, mais au niveau de la biodiversité, au niveau de ce qu'on consomme, et ça c'est ce lien entre nutrition et environnement que je vais faire tout à l'heure, où il faut repenser à avoir un peu moins de production animale et un peu plus de production de protéines végétales. Et puis ce lien à la terre et à la nature que vous avez également mentionné, c'est-à-dire passer de ces systèmes agro-industriels très intensifs en utilisation des ressources, le sol, l'air, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez tout aussi bien que moi, vous pouvez trouver les chiffres en ligne, mais qui contribuent largement au changement climatique. Donc ce lien, la première chose qu'on doit faire, et qu'on a commencé à faire, mais un peu tard, c'est repenser le système, et ça vous allez rire parce que c'est Barilla. Mais Barilla a proposé dès 2011, et ça a été un des premiers à le faire, c'est pour ça que j'emploie cette double pyramide, c'est finalement que ce qui est sain à manger, au niveau des aliments, doit être inversé en termes de pyramide environnementale. C'est-à-dire qu'on doit manger moins de viande pour notre santé, parce que l'impact environnemental de la viande est très grand. Donc ils ont fait cette double pyramide qui met en écho la consommation alimentaire en termes de notre santé humaine, et l'impact sur l'environnement en termes de santé de la planète. C'est évidemment dans le contexte de la diète méditerranéenne et d'un des aspects d'une des façons de vivre au niveau mondial, mais ça a lancé tout un débat très intéressant qui est encore cours aujourd'hui et qui s'est notamment exprimé en Suisse dans ce qu'on appelait le Programme national de recherche 69. Et je vous encourage à mettre PNR 69 dans Google et aller voir les résultats. D'ailleurs, le site web, c'est alimentation-saine-et-durable.ch. C'était l'idée, et ça c'est date de cet été, c'est cette mise en corrélation de la nécessité de changer nos régimes alimentaires pour pouvoir changer notre relation à l'impact environnemental. Et en fait, les prescriptions finalement qui seraient bonnes et seront bonnes pour notre santé sont les mêmes que celles qui aideraient à avoir une agriculture plus diversifiée et qui seraient bonnes pour la santé de la planète. C'est-à-dire plus de fruits et de légumes de saison, on l'a dit, plus de protéines végétales, plus de pain et de pâtes, mais avec des céréales complètes, donc avec moins de sel. On a toute cette problématique de trop de sel, trop de sucre. Et une alimentation végétale, donc de légumes et de légumineuses, qui remplace les viandes, mais surtout les viandes transformées, ultra transformées. On a beaucoup aujourd'hui d'éleveurs qui se sentent attaqués par l'idée qu'on doit manger moins de viande. Et c'est évident que dans la plupart des discours, on ne parle pas d'un éleveur genevois qui se donne de la peine pour faire un élevage le plus respectueux possible. Mais si vous pensez à vos lasagnes surgelées, aux pizzas surgelées, c'est clairement pas des petits élevages charmants, qu'ils soient d'ailleurs en production intégrée ou en bio, de la ferme d'à côté. La plupart du temps, d'ailleurs, sur ces packaging, vous n'avez aucune indication de provenance, ce qui nous fait suspecter que la plupart du temps, ça vient des fameux élevages dont on parlait tout à l'heure, et c'est les 25 milliards de volailles qui ont d'ailleurs de la peine à se tenir debout tellement elles croissent trop vite, elles n'arrivent même pas à tenir debout dans les élevages. On parle évidemment de ce type de viande-là, parce que c'est vrai que beaucoup d'éleveurs suisses, d'ailleurs vous avez beaucoup vu dans les médias suisses ces derniers 2-3 semaines, il y a une grande promotion de viande suisse qui dit « oui, mais en fait, c'est pas si grave en Suisse ». Effectivement, on peut partir du principe qu'on ne parle pas nécessairement de ce type d'élevage-là qui est plus petit, plus respectueux de certaines normes qui sont importantes. Ce qui est intéressant dans ce discours-là, c'est qu'il est récent, comme je vous disais, Barilla, ça date de 2011.
la première fois qu'il y a eu une discussion entre la FAO et la WHO un peu formelle, donc entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et la nutrition, c'était en 2013 où on a parlé de Nutrition Sensitive Agricultural Policies, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lier les politiques agricoles avec des politiques de nutrition et d'alimentation. Et ça, c'est un des grands défis qui, et je vous le rappellerai en conclusion, est aussi un des défis de la Suisse, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une politique agricole, qui est une politique essentiellement pensée au niveau de la production, à une politique alimentaire, et donc qui inclut les dimensions de la consommation et de donc nous, vous, en tant que consommateurs. Ce qui est compliqué quand on met ensemble deux silos comme l'environnement et la santé, l'agriculture et la santé, c'est que c'est déjà des mondes qui se connaissent peu, qui ne travaillent pas toujours ensemble. Et après, comment est-ce qu'on traduit ces premières conceptions, souvent de recherche scientifique, académique ou de différentes agences, en politique publique. Et c'est ça un petit peu le défi qui a été évoqué, je vous encourage aussi à le lire, en 2019 dans le rapport du Lancet, qui a mis ensemble pour la première fois aussi l'obésité, la malnutrition et le changement climatique. Trois problèmes d'une complexité incroyable, mis ensemble, ce qui complexifie finalement encore plus l'argument, mais qui en fait, dans cette complexité, révèle justement que les leviers d'action sont probablement assez similaires et n'ont pas besoin d'être démultipliés. Un des leviers d'action que nous préconisons, c'est l'utilisation de principes et de pensées agroécologiques. Comme l'a très bien expliqué Liane, l'agroécologie, ce n'est pas seulement un mode de production, c'est aussi un mode de commercialisation et donc de consommation. Et donc une pensée agroécologique, c'est aussi accéder au marché, diversifier non seulement les cultures, mais aussi diversifier les sources de revenus. C'est aussi beaucoup de formation. Et finalement, ce diagramme vous montre quelque chose sur ce que l'agroécologie n'est pas. C'est que souvent on dit que l'agroécologie, c'est retourner au passé et puis utiliser des méthodes d'autrefois qu'on connaissait bien. Et en fait, l'agroécologie, au sens moderne, au contraire, c'est énormément de recherche scientifique qui a pu être déjà faite et qui peut et devrait encore être faite, mais qui montre que c'est au contraire aller de l'avant avec des nouvelles méthodes et finalement un mélange entre des savoirs traditionnels qui ont encore aujourd'hui raison d'être, mais aussi une science moderne, et c'est pas du tout une science technophobe ou anti-modernité, mais au contraire c'est intégrer les éléments importants et intéressants de la modernité dans ces nouveaux systèmes qui sont agroécologiques diversifiés. Donc, penser agroécologique, c'est clair qu'on pense agro comme agricole, mais finalement, il faudrait trouver un nouveau mot pour que les gens comprennent que c'est aussi une pensée de la consommation. Comment est-ce qu'ensuite on peut dépasser cette problématique d'avoir des tas de prescriptions? On nous dit tu dois manger moins de viande pour ta santé et pour l'environnement. Alors, un des premiers principes qui a été montré par le programme national de recherche 69, c'est que la plupart des gens changent leur comportement plus pour leur santé que pour l'environnement. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire 20 000 fois vous allez sauver les ours polaires, très souvent c'est quand ils ont un problème dans leur appartement qu'ils vont commencer à faire quelque chose. Donc en réalité, on s'intéresse d'abord à un cercle relativement proche de soi-même. En fait, quand on fait des choix alimentaires, comme tous les choix, on fait des arbitrages. Et en fait, on fait des arbitrages entre la qualité, la quantité et l'accessibilité qui est à la fois géographique, où c'est, et économique, c'est-à-dire le prix. C'est-à-dire que si en rentrant à la maison, vous avez un petit magasin qui vend des produits de proximité, vous allez peut-être commencer à changer. Si dans votre ménage, vous vous mariez avec quelqu'un qui est très sensible à certains types de produits, vous allez changer. L'arrivée d'un enfant dans un foyer est souvent le moment où les gens changent. Donc très souvent, c'est des moments de la vie qui vous font changer et c'est comment vous vous déplacez. Donc en fait, dans ce grand nexus compliqué dont on parlait de obésité, changement climatique et sous-nutrition, on retrouve des questions d'urbanisme, on retrouve des questions de gestion de société et finalement, c'est toutes ces questions-là, le temps qu'on a à disposition pour faire à manger, comment est-ce qu'on bouge dans la journée et les relations sociales qu'on a dans le foyer et hors du foyer, qui fait à manger, pour qui, avec quel budget, et c'est ça les vraies questions en fait qu'on doit se poser quand on dit il faut changer, mais c'est sûr que le contexte du changement, il n'est pas le même pour tout le monde, et ça c'est un élément très important. On a un discours aujourd'hui extrêmement moralisateur sur l'alimentation, où moi je suis en train de vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, et en réalité pour vous aider à prendre des décisions, il y a une question de vous donner des compétences, et ça c'est important de donner un petit peu de travail, de moyens de mieux consommer aux gens,
C'est ce qu'on fait notamment avec une exposition interactive qui s'appelle Clever. En fait, c'est un mini supermarché. On va dans les écoles, les enfants et les jeunes scannent les produits et ça leur montre l'impact environnemental de ce produit. Et du coup, c'est l'objectif, c'est de discuter des questions justement, la viande, l'huile de palme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est important pour toi, le bio, ça veut dire quoi? Les chips Pringles, il n'y a même pas une provenance, alors que les chips Zweifel, il y a le nom du producteur qui est imprimé en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Et donc c'est vraiment une idée de conversation et c'est donner des compétences aux gens. Le problème, c'est qu'en fait, pour changer de comportement, et on veut tous changer de comportement, et notamment, je reprends de nouveau une petite icône des objectifs du développement durable, consommation et production responsable, qui a ce beau signe de l'infini, c'est-à-dire qu'on veut des circuits fermés, des circuits courts. En vérité, vous avez tout plein, moi aussi, nous avons tous plein de croyances dans notre tête sur ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Justement, dans le programme national de recherche, on a demandé aux gens qu'est-ce que d'après toi est sain et durable. Qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est durable. Et les gens ont plein de perceptions et de conceptions qui sont peut-être complètement pas ce que la science a prouvé les 20 dernières années, mais on pense que c'est sain. On pense que le jus d'orange c'est sain, c'est plus sain que le coca, alors que de multiples recherches ont montré qu'il y a des quantités de sucre relativement similaires dans beaucoup de jus d'orange processés. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à toutes ces croyances, à ces attitudes, à ces normes un peu symboliques qu'on a dans la tête. Et l'autre chose, c'est les règles, ce qu'on appelle les contraintes matérielles, enfin ce qui est en sociologie, c'est qu'il faut changer les institutions. Quand vous avez 3 pommes devant vous, et on vous dit choisir entre ces 3 pommes la plus durable, il y a eu un pré-choix institutionnel, collectif, politique, qui a été fait sur pourquoi il y a ces 3 pommes-là et pas 20 autres. Parce qu'en réalité, ok, on peut vous dire de choisir les 3 pommes, mais vous ne pouvez pas, ou plus, ou en tant que citoyen, et non pas en tant que consommateur, faire ce choix de quelles pommes on vous met à disposition. Et on a beaucoup parlé de commerce international, de ce qu'on trouve dans les Coop, dans les Migros, dans les supermarchés, qu'on peut aimer ou pas, mais en réalité, ce qui est sur ces étals, c'est des choix non seulement commerciaux, économiques, mais aussi politiques. Et c'est là où Biovision et d'autres, on agit au niveau de la politique suisse notamment, et internationale aussi. Ça, c'est une affiche de la manifestation qui a eu lieu le 22 février à Berne. C'est mené par un collectif, un groupe issu de la grève du climat. Ça s'appelle Agriculture du futur. C'est un groupe principalement de jeunes qui est épaulé par un certain nombre d'associations et d'organisations de la société civile comme Biovision, pour justement réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut passer d'une politique agricole à une politique alimentaire, comment est-ce qu'on peut transformer ces règles et ces ressources pour pouvoir utiliser ces compétences à bon escient et devenir des meilleurs consommateurs. Mais je pense que c'est important de ne jamais oublier qu'il y a une action individuelle, mais aussi la nécessité d'une action collective à laquelle vous contribuez individuellement comme votants et électeurs, parce que ce qui vous choisissez au Parlement, et il y a plein de gens qui disent « Ah, les Verts, c'est dégoûtant », vous soutenez la loi, la révision du CO2, du climat, ben en réalité, quand vous avez une force qui est minoritaire, elle va rester minoritaire pour autant qu'on choisit aussi finalement un petit peu le cadre de la politique. Donc quelques recommandations au niveau individuel. Vous pouvez soutenir des filières courtes et de proximité et des systèmes alternatifs. Justement à Biovision, quand on va dans les classes, on donne quelques petites règles de base aux gens. C'est hyper compliqué, justement, et très moral, et très, des fois un petit peu condescendant et un petit peu problématique pour les gens. Donc on dit, ben, consomme le plus local et de saison possible. Regarde un peu les labels, ça donne déjà des petites idées, mais oui, il y a des fois le bio, c'est moins bien. Mais déjà, regarde un peu, ça donne déjà une indication. René avait d'ailleurs écrit depuis longtemps des premiers ouvrages qui donnaient quelques règles. Manger un peu moins de viande, on ne dit pas ne plus en manger, on dit déjà diminue un petit peu, réfléchis à ta consommation de viande, choisis la viande le plus locale possible, évite le plus possible des produits comme l'huile de palme parce que ça a des impacts aussi sur notre consommation à l'étranger, parce que les Suisses sont champions du recyclage et du circuit court, mais en réalité on a un énorme impact environnemental à l'étranger. On est au niveau des objectifs du développement durable, ce qui s'appelle les effets de débordement, spillover effect en anglais, on est un des top 5 pays les plus problématiques au niveau mondial, on doit aussi prendre en charge notre impact à l'étranger. Et dernière chose, moins c'est mieux, n'achète que ce dont tu as besoin, donc pensez à ce fameux gaspillage alimentaire, parce que finalement, un tiers de ce qui est produit n'est pas consommé pour 1200 raisons, et c'est déjà bien dommage de ne pas l'avoir. Donc,
quelques petits conseils. Participer, contribuer à ces mouvements. Je vous encourage à le faire en signant, en allant dans la rue, en participant à des activités. C'est finalement aussi comme ça que le changement il opère. Et au niveau collectif, il faut qu'on commence à travailler en Suisse à une politique alimentaire, agroécologique, et non pas qu'une politique agricole. La politique agricole en fera partie, mais c'est aussi la politique des achats publics, c'est-à-dire qu'est-ce que les villes elles achètent pour les cantines scolaires, pour les employés, qu'est-ce que les marchés publics préconisent, la politique économique, une cohérence entre notre politique intérieure et la politique, les grands accords commerciaux que l'on veut ou devrait signer, une politique étrangère et de coopération de développement aussi bien réglée, c'est-à-dire que si on veut l'accès aux semences en Suisse, il faut aussi mettre de l'accès aux semences quand on signe des contrats ailleurs et à l'étranger, donc toujours prendre en considération aussi ce qu'on fait ailleurs, et puis l'éducation et la recherche, favoriser plus de réflexion autour des pratiques agroécologiques dans les écoles d'agriculture, plus de réflexion autour de la consommation durable, ça se fait déjà pas mal, mais encore mieux dans les écoles, et puis vraiment plus de recherche aussi sur l'agroécologie, parce qu'on entend beaucoup, oui, on ne sait pas si ça marche, mais en réalité, si on ne fait pas de recherche et que la plupart des financements de la recherche sont destinés à valider des principes d'agriculture industrielle, c'est difficile de prouver finalement que ça marche quand on n'a pas les fonds nécessaires. Donc aussi, investir dans la recherche à l'étranger et au niveau suisse pour valider ces principes à différents niveaux. Et voilà un petit peu les principes que je vous encourage. Et vous vous réjouissez d'aller manger, j'imagine. Merci pour votre attention. We think differently.